Bonjour à tous et bien bon retour dans notre cours de Eurocode, application aux écrans du soutènement. On va essayer d'aborder un nouveau chapitre. Il s'agit du chapitre numéro 2, hypothèses et données d'entrée. Donc, on va surtout essayer de rester juste de ne pas aller trop en profondeur parce que pas trop le temps. Dans cette vidéo, on va parler surtout des pressions de terre. Des pressions de terre au repos et des pressions de terre pendant les poussées, les poussées et les butées. Comment calculer les pressions de terre. OK? Donc, on va parler des pressions du sol au repos d'abord. Donc, au repos, quelle est la pression du sol? Horizontale, bien sûr. Donc, la pression latérale au repos, parce que c'est la pression latérale qui nous intéresse ici. C'est la pression latérale des sols qui va agir sur l'écran de soutènement. OK? Donc, la pression latérale du sol exercée par un massif du sol est supposée être caractérisée par le coefficient de K0. Ça, c'est le coefficient K0, c'est-à-dire le coefficient des choses. Pression des sols au repos. C'est pas actif. Donc, le rapport entre ce K0 là, c'est le rapport entre les contraintes effectives horizontales, sigma prime horizontale, sigma prime H, et contrainte effective verticale, sigma prime V. Donc, c'est la formule de KO, comme ça, normalement. Donc, au repos, K0, sigma et sigma prime H divisé par sigma prime V. Voici la formule 0. Donc, ces coefficients-là varient suivant, évidemment, la nature du sol, l'histoire du sol, plus précisément, par exemple, l'état de compacité du sol, si le sol avait été chargé avant ou pas. Donc, histoire du sol. Dans le cas, par exemple, d'un massif homogène où le sol est uniforme et puis semi-infini, surface horizontale, pas surface inclinée, dans ce cas, et aussi des déformations latérales nulles, il faut préciser. Dans ce cas-là, l'utilisation de l'électricité linéaire isotope conduit à cette expression. Donc, K0 égale à ce coefficient de Poisson de terre. Comment on appelle ça? C'est mu ou je ne sais pas. Donc, cette formule, si vous avez votre sol qui est homogène, semi-infini, surface horizontale, déformation latérale nulle, donc vous pouvez utiliser cette formule-là aussi. Par contre, cette formule-là, cette formule donne souvent des valeurs qui ne sont pas réalistes. Voilà. Donc, dans la pratique, ce coefficient-là, K0-là, est obtenu à partir de certaines possibilités. On peut l'obtenir à partir de l'expression reliant l'angle de frottement drainé, l'angle de frottement du sol là, dans le cas drainé, et les pressions effectives de préconsolidation. On peut aussi obtenir les K0 là à partir d'essais de laboratoire. Il s'agit d'essais triaxiaux drainés. Je suppose que vous connaissez ça déjà. Même dans mon cours d'ingénierie des fondations, je parle de ça. Aussi, les essais hédométriques. Ça aussi, je suppose que vous connaissez. Avec mesure de la contrainte latérale. Donc, si vous avez fait
cours de mécanique du sol, vous connaissez tout ça là. Et aussi, on peut faire ça avec des essais en place, tels que l'essai des pressiomètres autoforaires. Je pense que vous connaissez cet essai-là aussi. Et aussi, celui-là, dilatomètre maquetté. Et quelque chose comme ça. Je pense que ça, c'est quelque chose créé par un Italien, un chercheur italien. Donc, vous voyez la lame là, la lame qui est là. Donc, la lame est couverte par une membrane. Donc, il faut enfoncer cette lame-là dans le sol. Et puis, enfoncer vraiment, vous voyez ici, c'est coupé là, ça veut dire que c'est pas le total comme ça. Et mettre la pression, la bouteille de gaz là qui est là. C'est même à peu près le même principe que celui-là, hein. Vous voyez la bouteille de gaz. Et on va voir quelle est la pression qui va conduire à un déplacement d'un, je pense, un millimètre, quelque chose comme ça. Je suis pas trop sûr. Mais je pense que les mesures sont prises chaque, oui, c'est écrit ici 1,1 millimètre. Voilà, 1,1 millimètre. Donc ici, c'est pression P0. Donc, la membrane là, c'est comme si on envoie de l'air pour gonfler essayer de gonfler la membrane. Il y a une membrane plastique qui va couvrir la lame. D'accord? Donc, je pense que chaque 20 centimètres, on prend les mesures. Et initialement, sans gonfler la membrane, ça fait 0, P0. Après, maintenant, si vous gonflez la membrane, ça fait un P1. Voilà. C'est à peu près le même principe. Je suppose que ce test-là est largement connu. Donc, ce sont des procédés pour obtenir les K0, là, pression de terre au retour. La formule la plus courante est cette formule-là, K0 égale à 1 moins sinus de phi prime. Donc, l'angle et friction là. Voilà. C'est l'expression la plus simple comme ça, hein. Donc, ça, c'est pour les sols normalement consolidés, surface horizontale. En ce moment, vous pouvez appliquer cette formule-là sans problème. Maintenant, quand vous avez un sol surconsolidé, ça c'était normalement consolidé, ok? Surconsolidé maintenant, vous pouvez utiliser cette expression-là. Donc, il y a ces termes-là qui vont s'ajouter. Ici, c'était seulement ça, 1 moins sinus de phi prime. Là, en plus de 1 moins sinus de phi prime, là, vous ajoutez cette partie-là. Ok? Donc, les ROC, c'est donc rapport de surconsolidation. On va consolider son ratio. Donc, qui est donné par cette formule-là, contrainte de préconsolidation divisée par la contrainte effective verticale. D'ailleurs, ça est là. Voilà. Donc, vous pouvez trouver ça là, dans cette référence. Dans le cas où maintenant, on a un tali incliné d'angle bêta, au lieu que ça soit horizontal, les talis sont inclinés. Vous avez votre mur de soutènement qui est là et des talis qui sont inclinés. Okay? Donc, en ce moment, avec l'angle d'inclinaison B par rapport à l'horizontale, il y a cette formule-là que vous pouvez utiliser. Donc, le K0. Donc, si par exemple, c'est normalement consolidé avec tali incliné, vous utilisez ce K0-là. En plus de ça, vous ajoutez ça. Maintenant, si c'est surconsolidé, sol surconsolidé, avec le talus maintenant, le K0 que vous allez utiliser, c'est ça. Et cette expression, c'est pour tali incliné. Voilà. La pression limite du sol en poussée et en butée. Cette partie-là va être un peu longue. Donc, on a fini avec les pressions du sol au repos, OK? Maintenant, on va parler des pressions du sol qui bougent. Pas au repos. Pression limite du sol en poussée et en butée. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ça va être un peu long. On va essayer de ne pas aller trop en détail. Parce que je suppose que vous avez vu ça normalement en cours de mécanique du sol. Et, et aussi, on va revenir sur certains détails quand on va commencer à faire des exemples concrets. Donc, déplacement nécessaire à la mobilisation des équilibres limites. Parce que le problème, c'est quoi? Les calculs de poussée et bitée, là, doivent tenir compte de l'amplitude et de la direction du mouvement relatif de l'ouvrage par rapport au sol. L'ouvrage move. Le mur, votre écran de soutènement, là, ça doit bouger. Tant que ça ne bouge pas, ça ne travaille pas l'écran, pardon. Le sol doit bouger. Tant que le sol ne bouge pas, même un peu, l'écran ne va pas travailler, l'écran ne travaille pas. C'est comme si l'écran est là. Si le sol ne bouge pas pour pousser l'écran, ça ne travaille pas. Donc, limite, l'équilibre limite de butée et poussée là, c'est atteint que si l'écran se déforme, dans les cas où vous avez écran souple, ou si l'écran subit un déplacement suffisant, dans le cas où votre écran n'est pas souple, pas flexible, écran rigide. D'accord? Voici un peu un écran, par exemple. Si vous mettez cet écran, ce sol qui est derrière là ne bouge pas. C'est-à-dire, le sol même, c'est comme une roche. Et ce sol qui est là aussi ne bouge pas. Donc, l'écran ne va même pas travailler en ce moment. Ou bien, l'écran ne va pas travailler. L'écran sera inutile. Ça veut dire que le sol est tellement cohérent que la force est là. Vous n'avez même pas besoin de support pour soutenir ce sol qui est là. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour que ça, tout soit mobilisé là, pour que l'équilibre limite poussée et bitée là soit atteint, il faut que soit votre écran se déforme un peu, ok, dans le cas où l'écran là est souple, soit votre écran bouge un peu. Si l'écran est rigide, ne peut pas se déformer, soit ça bouge, soit dans ce sens ou dans ce... Normalement dans ce sens. OK? Donc, il y a des hypothèses, des règles pour ça. On suppose que pour un écran de hauteur H, si je prends de là à là, voici la hauteur H, on considère que la poussée est mobilisée. La poussée, c'est ce qui est là. OK? La poussée là est mobilisée pour des déplacements faibles. H divisé par 1000. Donc, si H égale à ici H égale à 10 mètres, par exemple. Donc, 10 mètres divisé par 1000, ça va faire 100. J'ai dit 100. Ça va faire 0,001. Un centième, pardon. Ça va faire 1 centième, donc 0,01. OK? Mètre. Donc, ou bien vous avez encore 5 fois H divisé par 1000. Donc, si la butée maintenant est mobilisée, cette butée, ici, là maintenant, elle est mobilisée pour des déplacements plus importants. Il faut que ça pousse beaucoup plus avant que la butée là, elle soit mobilisée. Donc, de l'ordre de H divisé par 100 à H divisé par 10. Voilà. Là, il faut des déplacements plus importants avant que cette butée là, elle soit mobilisée. Donc, si on prend l'écran, par exemple, en un point donné de l'écran, ce déplacement-là, local, c'est le déplacement local qui doit être considéré. C'est pas le mouvement d'ensemble.
Si seulement ici bouge, donc on considère ici, c'est pas le mouvement d'ensemble qu'on doit considérer. Si par exemple ici ça bougeait, donc c'est autour d'ici donc que la poussée ou bien la butée doit est mobilisée. Donc c'est pas généralisé, c'est pas le mouvement d'ensemble on regarde. On peut localiser le mouvement. Maintenant, pour des écrans qui sont proches, c'est-à-dire des écrans qui sont peut-être parallèles comme ça, si c'est proche, les valeurs de butée supérieures peuvent être considérées. On peut considérer des valeurs supérieures. Les cas échéants en tenant compte de l'intervalle limite entre les deux écrans. Ça, c'est ce qui concerne les déplacements. Okay? Déplacements nécessaires pour mobiliser. Maintenant, on va parler des déterminations des valeurs limites de la pression de terre selon la norme française. Là. Les calculs, la pression limite du sol en poussée et en butée est effectuée en appliquant les principes de superposition des états d'équilibre et pour la prise en compte de la cohésion en appliquant le théorème des états correspondants. Donc, la norme française, cette norme française-là, propose de déterminer les valeurs de la poussée et de la butée des terres sous l'effet des poids volumiques. Donc, les gamma, surcharge uniforme de Q, c'est-à-dire si on a chargé ici, par exemple, si c'est chargé, la cohésion, si le sol là est cohésif, la cohésion n'est pas nulle. Donc, on considère ces trois éléments et à partir des coefficients proposés par cette référence-là, comment vous lisez ça? Kirizel et Apsi? I'm not sure. Je ne sais pas trop. Donc, vous avez trois composantes. Le poids volumique, le gamma, la surcharge, est-ce qu'il y a une surcharge? Et la cohésion, est-ce que le sol est cohésif? Donc, vous prenez et vous faites une superposition. On va parler de ça tout de suite. Donc, cette référence-là, qui contient les tables de poussée évitée, voici la référence dont je parle. Vous pouvez acheter ce livre-là. Est disponible. Où on va revenir aussi sur comment calculer les coefficients là. Parce que quand le sol est au repos, on a parlé de K0, non? Maintenant, quand le sol est en mouvement, quand le sol, par exemple, ce sol qui est derrière ici, ça bouge, active, la poussée active. Et quand on dit pousser, c'est déjà actif. Donc, la poussée, le coefficient qu'on doit prendre, c'est pas le K0. OK? Donc, voici un exemple qui permet d'illustrer la chose. Donc, la pression sigma A, ça veut dire actif, et c'est la poussée. OK? Donc, le Ka, quand le sol est au repos, on prend K0. Quand vous faites gamma fois H, c'est contrainte verticale, non? On est d'accord? Contrainte verticale. Le poids volumique multiplié par H, ça c'est contrainte verticale. Je vous ramène le cours de mécanique du sol 1 qui parle de contraintes dans le sol. OK? Le gamma multiplié par H, c'est la contrainte verticale. Alors que pour avoir la contrainte horizontale, il faut multiplier la contrainte verticale par le K. Si le sol est au repos, c'est le K0 qu'on vient de voir tout de suite. Maintenant, dans ce cas, le sol n'est pas au repos. Le sol a tendance de bouger. C'est le mur là qui soutient le sol. Donc, en ce moment, ce n'est pas K0. On va dire c'est KA. Donc, c'est KA là.
va changer en fonction du type de sol. Il y a beaucoup de paramètres. On va en parler un peu tout de suite, mais ça va encore beaucoup plus en profondeur. Donc, si vous êtes à une profondeur Z ici, voilà, vous multipliez par les KA, voilà. Et maintenant, la force va s'appliquer au 1/3, hein. Voilà, là où l'équivalente, force équivalente, là va s'appliquer ici. D'accord? Et c'est pareil. Maintenant, pour les butées, c'est-à-dire passive, la force passive, là, et contrainte passive, là, c'est KP. Voilà, ici, c'est KA et KP. Donc, ce sont ces coefficients-là qu'on appelle coefficients de poussée et butée. Donc, vous trouvez ces coefficients-là ici. Table de poussée et de butée des terres. Voilà. Voici la référence. Donc, il faut aller chercher. Vous allez avoir les différentes valeurs selon les différentes circonstances, selon les différentes situations de calcul. Donc, ça va. Normalement, hein, on doit revenir sur ça pour montrer cas par cas. Dans chaque cas, quelle est la valeur de KP et de KA. Donc, ici, on va juste aller en haut, et garder en mémoire que ces trucs-là, c'est des trucs, il y a des tables qui existent déjà pour ça. On est d'accord? Voilà. Donc, pour cette norme-là propose d'utiliser ces tables et lorsque cela est approprié. Voilà. Donc, le sol, sous l'effet, vous allez avoir l'effet du poids volumique, l'effet d'une surcharge et l'effet de la cohésion. Voilà. Donc, si le sol est seulement frottant, c'est-à-dire le phi, l'angle de frottement interne là, ce n'est pas nul. Si vous ajoutez en plus de ça que le sol est surchargé, quel sera l'effet de la surcharge? Si vous dites que le sol, en plus de ça, le sol est cohésif, quel sera l'effet de la cohésion? Si vous ajoutez au-dessus de cela encore que le sol a un poids, quel est l'effet du poids du sol? Je remets juste ce truc-là ici. Peut-être on va en parler davantage. Maintenant, les coefficients de poussée et de butée d'un sol pesant, ça veut dire que le gamma n'est pas nul. Le sol pesant et frottant. Donc, il y a un phi, l'angle de frottement interne là, et il y a un gamma. Donc, on a quelque chose comme ça. Ça veut dire que la cohésion n'existe pas, C est 0, il n'y a pas de surcharge, Q est 0. Donc, on aura les K qu'on a parlé ici, KP, KA là. P, c'est pour la butée, A, c'est pour les poussées actives, butée, c'est passive. Donc, KA, gamma, KA, Q. A, c'est poussée, non? Active, non? Donc, gamma, c'est le KA qui est dû à l'effet du poids. Voilà. Le KA, Q là, effet de surcharge. KA, tous ces cas, c'est KP maintenant, c'est-à-dire passif. Ces cas-là, c'est juste pour vous donner un exemple. Ce sont des trucs que vous pouvez trouver dans les tables de poussée et butée, là, dans ces livres-là. En fonction, ça va changer en fonction de l'angle de frottement du sol, les phi du sol, les différentes valeurs de cet angle-là. Lambda, comment on appelle ça? C'est lambda, non? Cet angle-là, c'est l'angle d'inclinaison de votre écran. Si l'écran est un écran incliné ou pas.
OK? Et aussi, ça va dépendre du bêta, là. Bêta est là. L'angle d'inclinaison, si c'est, euh, s'il y a des talus, si le sol n'est pas horizontal, par exemple, divisé par phi. Et l'angle, les forces équivalentes de poussée et de butée, l'angle que ça fait avec l'horizontal. Voilà, c'est ça cet angle. Donc, en fonction de tous ces angles-là, il y a des valeurs des coefficients de Ka et de Kp. C'est ce qu'on veut vous dire. Donc, globalement, c'est ce que ça veut dire. Si le diagramme de pression exercée par un sol, on va prendre un sol pesant, un sol frottant, un sol cohérent et chargé en même temps. C'est-à-dire toutes les, toutes les conditions sont réunies. Pesant, frottant, cohérent et chargé. Donc, pour ça, on a besoin de faire juste des superpositions. On fait la superposition de l'effet de chaque élément. C'est-à-dire l'effet du poids plus l'effet de la cohésion plus l'effet de la surcharge. Donc, on additionne. Je pense que même la formule de la capacité portante des fondations des capacité portante des semelles, la formule de Terzaghi aussi est basée sur ça. Vous allez voir l'effet de cohésion, l'effet du poids du sol et l'effet de la surcharge aussi. Il y a tout ça. Donc, si on prend maintenant, si on considère ces concepts de superposition-là, donc vous allez prendre l'effet du milieu pesant et frottant. Donc, l'angle n'est pas nul. Donc, milieu pesant et flottant pour le poids. Le milieu cohérent, donc l'effet de la cohésion. Et milieu chargé, donc l'effet de la surcharge. C'est d'ici, il y avait une surcharge ici. Donc, les coefficients de poussée et butée là, qui sont dans ces livres-là, ont été établis à partir des théories de Boussinesq et dans les hypothèses. Vous connaissez déjà les hypothèses, théorie de Boussinesq, je pense. Dans le cours de mécanique du sol, ça existe. Donc, l'inclinaison des pressions si les parois, c'est-à-dire cet angle-là, est déterminé a priori par les projecteurs, les lignes de rupture. S'il y avait, ici, les lignes de rupture ne sont pas dessinées, mais c'est quelque chose comme ça. C'est dit pour montrer comment le sol va glisser, comment la rupture va se faire. Voilà. Donc, généralement, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez mon curseur là. Voilà. Il y a Rankine, il y a Boussinesq. Mais on va parler de ça après. Donc, ces lignes de rupture là combinent des lignes planes et des spirales logarithmiques. Dans l'équilibre Rankine va être par là. Et Boussinesq, Rankine. On va revenir sur ça. L'équilibre de Rankine, là, la répartition des contraintes dépend de la profondeur des aides et de l'inclinaison des forces résultant des poussées. Donc, dans le cas d'un sol frottant et doué de cohésion, si le sol est un sol vraiment cohésif, avec une bonne cohésion, là, en ce moment, la prise en compte de la cohésion résultante résulte de l'application du théorème des états correspondants. Donc, si le sol est vraiment doué de cohésion, un sol cohésif, de l'argile par exemple, ok? Donc,
La prise en compte de la cohésion résulte de l'application du théorème des états correspondants. Vous pouvez trouver ça dans cette référence. On peut annoncer ça de cette façon. Donc, les conditions d'équilibre limite des massifs cohérents peuvent être calculées comme si les massifs étaient pulvérulents, c'est-à-dire comme si, par exemple, il n'y avait pas de cohésion. Et en utilisant les mêmes angles de frottement interne, les fils là, même géométrie que les massifs cohérents. Ça veut dire que si vous avez un massif cohérent avec une certaine géométrie, des choses et tout, vous pouvez dire que non, c'est un massif qui est pulvérulent avec même géométrie, tout est même dimension, même angle de frottement interne. Mais à ça, vous ajoutez une contrainte de pression uniforme d'intensité, ça. C'est multiplié par cotangente de phi prime. C'est multiplié par cotangente de phi prime là. C'est juste la contribution de la cohésion. Voilà. Donc, c'est comme si on avait un massif pulvérulent et un massif pulvérulent auquel on ajoute cette valeur, C multiplié par cotangente de phi prime. C'est la contribution de la cohésion là comme ça. Donc, le truc est que quand le sol est cohésif là, souvent, si la cohésion est trop forte, ça peut faire que le mouvement du massif est vraiment limité. Donc, la cohésion contribue à réduire le mouvement. La force qui est là, peut-être la cohésion là va faire ça. Ça peut être négatif même souvent. Parce que cette force, cette cohésion là, est vraiment souvent, si la cohésion est trop forte, je prends un exemple. Quand vous partez dans de l'argile, vous pouvez, si le sol est vraiment cohésif, vous pouvez creuser des trucs verticalement jusqu'à une certaine profondeur. Parce que le sol est cohésif, donc la cohésion maintient les massifs stables, malgré que vous avez creusé le trou. Mais essayez de faire ça dans du sable, vous allez voir, ça ne va pas tenir, ça va s'écrouler. Donc souvent, à cause de la cohésion, c'est comme si la cohésion du sol là aide votre écran un peu, quoi. Voilà. Donc, à cause de ça, il y aura une diminution ici, c'est-à-dire les poussées. Il y aura une réduction. Et ici, là, il y aura une augmentation de la capacité de la butée. Donc, la réduction de la poussée ou l'augmentation de la butée liée à la cohésion ont pour valeur respectivement les valeurs qui sont là. Donc, la poussée va diminuer de cette valeur, ok? Et la butée va augmenter de cette valeur. Voici comment ça est. Donc, pour les calculs là, et les coefficients de poussée ou de butée, poussée ou butée, hein, ça dépend. Ici, c'est poussée, ici, c'est butée. Pour un milieu non pesant du sol chargé. Voici un peu ce que ça donne. Donc, elle est normale à l'écran et est constante avec la profondeur. Sa résultante, sa résultante propre s'exerce donc à mi-hauteur de l'écran. Donc, par exemple, quand on dit elle ici, elle va remplacer la réduction ou l'augmentation. Ici, ça sera
donc la réduction. Donc, ça sera des forces constamment. Constant, c'est pas comme, par exemple, pousser des terres, c'est comme ça. Et vous allez un triangle. Ça, c'est constant. C'est de cette façon-là. Donc, c'est comme ça va être comme un rectangle, si vous voulez. Voilà. C'est constant en fonction de la profondeur. Ici, ça va augmenter. Donc, ici, ça sera moins. Et là, ça sera plus. Donc, dans les cas le plus simple, hein, où on a un écran vertical soutenant un terrain interplein horizontal, le terme de cohésion là devient ceci. Donc, ça devient plus simple. C'est epsilon là, ou bien multiplié par C racine carrée de K. Ou celui-là, epsilon, je pense que c'est epsilon, hein, comment on appelle ça, est un nombre qui varie entre 2 et 2,5 et 2,57 selon les lignes de rupture. Les lignes de rupture, là, on a déjà expliqué. Hein. Voilà. Plus particulièrement, selon l'état de rugosité contact sol-écran, on considère que c'est epsilon égale à 2 pour un contact lisse. Maintenant, si le contact est rugueux, on prend epsilon égale à 2,57, les deux extrêmes. Voilà. Donc, à défaut d'analyse spécifique recommandée de ces paramètres-là, il peut être déterminé en cohérence avec les hypothèses faites si l'inclinaison des poussées, l'angle d'inclinaison, l'angle de frottement, en utilisant cette formule. Donc, on peut utiliser cette formule pour calculer cet epsilon-là. OK? Donc, tout cet epsilon-là, c'est juste pour avoir les termes de cohésion. OK? Donc, les contraintes résultantes négatives, souvent, les contraintes résultantes négatives éventuelles sur l'écran ne sont pas prises en compte. Donc, ici, voici quelque chose qui montre un peu. Et de quoi on parle. Donc, quand c'est négatif, vous savez que en hauteur ici, contrainte effective. Donc, les contraintes totales là sont là. Contraintes interstitielles, ça c'est pour l'eau. Donc, elles sont là. Maintenant, les contraintes effectives. Vous connaissez déjà la formule. Total égale à la contrainte effective égale à la contrainte totale moins pression interstitielle. OK? Donc, si c'est négatif, vous voyez que c'est négatif. Quand c'est négatif, en pointé ici, on ne prend pas en compte. Parce que, comme je vous ai dit, et si c'est le sol est cohésif, souvent, vu que ça, on doit réduire l'effet de la cohésion là, des poussées là. Donc, souvent, si vous réduisez, ça peut être négatif. Mais c'est pas parce que c'est pas réalistique puisque le sol ne peut pas supporter des tractions. Le sol ne peut pas tirer l'écran. C'est-à-dire, c'est forcément positif. Voilà. Le terrain n'est jamais en mesure de développer de la traction sur l'écran. OK? Donc, c'est pour cela qu'il faut corriger. Ça ne peut pas être négatif. Donc, on va ici, contrainte totale corrigée. Mais je pense qu'on va revenir sur tout ça. Et ici, contrainte effective corrigée. Voilà. Donc, pour les terrains autres qu'un rocher, par exemple, il est prudent de tenir compte d'une pression effective sur l'écran à un niveau
données. Parce que les rochers, si on a un rocher, souvent, il n'y a pas de pression qui s'exerce trop sur l'écran comme ça. OK? Donc, on dit qu'il est prudent de tenir compte d'une pression effective sur l'écran à un niveau donné. Une pression qui est au moins égale au dixième de la contrainte verticale effective au niveau considéré. Juste par prudence. OK? Dixième de la contrainte effective. Donc, il découle de cette disposition-là, c'est juste des mesures préventives. Il découle que la contrainte totale appliquée sur l'écran au-dessus du niveau de la nappe phréatique est au moins égale à la poussée hydrostatique qui est majorée de ces termes, poussée hydrostatique. Donc, c'est juste pour des questions de sécurité. Détermination des poussées maintenant, selon la méthode de Kuhlmann. Donc, on utilise ça lorsque les conditions géométriques sont très complexes. Le sol, la géométrie n'est pas vraiment favorable pour faire des calculs analytiques. Donc, lorsque les conditions géométriques sont complexes, il ne permet pas de déterminer analytiquement les forces de poussée et de butée, surtout les poussées. Voilà, c'est-à-dire les massifs que l'écran soutient, que l'écran retient là, la géométrie est très complexe. Donc, il n'y a pas une formule analytique pour faire ça. Dans ce cas, vous pouvez utiliser cette méthode-là de Kuhlmann-là. Donc, la méthode de Kuhlmann est généralisée et est une généralisation de la théorie de Coulomb qui est basée sur les lignes de rupture qui sont rectilignes. Donc, la mise en œuvre de la construction graphique, parce que c'est des constructions graphiques de cette méthode-là, des constructions graphiques, permet de calculer la force résultante exercée sur les parements pour des sols hétérogènes, purement flottants, et des talus de forme quelconque, même si votre talus là n'est pas une forme linéaire, des talus de forme quelconque, et en prenant en compte les charges appliquées au talus. Voilà, souvent les talus sont complexes. En plus de ça, il y a des charges qui sont appliquées. Donc, il faut vérifier si vous pouvez trouver cette méthode-là. Mais on va revenir sur cette méthode quand on va faire les exemples. Là, maintenant, c'est juste les hypothèses et les données d'entrée qu'on est en train de faire. Donc, cette méthode graphique-là permet de déterminer, permet la détermination globale de la poussée exercée sur une paroi de soutènement plan par un massif retenu de géométrie quelconque. Donc, voici l'importance de cette méthode. Donc, elle permet de définir des poussées exercées sur une paroi par intégration de la charge positive ou négative, selon que la surface des talus est au-dessus ou en dessous de la ligne moyenne des talus. Tout ça, ça dit souvent même c'est des forces. Donc, cette méthode-là ne fait pas intervenir explicitement le concept de coefficient de poussée, les Ka. Ok, je pense que c'est tout. On va juste arrêter là et continuer prochainement avec ces points-là du chapitre, le point numéro 2 du chapitre. Yeah. Merci beaucoup.